Chers collègues, bonjour et merci de votre présence aujourd'hui, vendredi après-midi, pour suivre nos rendez-vous avec Bruno Hembeck et merci à Bruno d'être toujours présent et d'accepter notre invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez spécial, c'est l'humour en milieu professionnel, d'autant plus que nous venons tous de divers horizons dans un milieu multiculturel et parfois notre humour n'est pas vraiment compris, pas très bien compris par nos collègues. Bruno va ainsi nous donner de précieux conseils pour ne pas heurter involontairement nos collègues. Au niveau de R&D, on œuvre depuis de longues années pour le bien-être au travail et notamment la prévention des risques psychosociaux. Donc l'humour incompris pourrait glisser vers des situations complexes et semer des débuts de conflits entre collègues. Et c'est pourquoi nous avons vraiment tenu à organiser cette conférence. Nous vous rappelons que toutes nos conférences, tous les replays des conférences se trouvent sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Et maintenant, je vais céder la parole à notre cher président pour vous présenter nos actions au niveau du bien-être au travail et des RPS. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Dikra, merci encore à Bruno qui est désormais une star absolue et convoité, demandé par tout le monde. Nous avons trouvé que le thème de l'humour en milieu de travail est un thème très pertinent que nous abordons, Bruno, très souvent dans le cadre d'enquêtes ou de disputes professionnelles parce que quand quelqu'un est confronté à l'évidence du caractère inapproprié de ses comportements, la première réponse, la première justification qu'il avance, c'est c'était une blague, je ne voulais pas être méchant, et je ne voulais pas te blesser. Nous vivons dans un milieu qui est multiculturel et où souvent la langue devient aussi un outil de pouvoir. La plupart d'entre nous parlent une langue qui n'est pas la sienne. Moi, je fais souvent des expériments du style, je demande à un francophone ou à un anglophone de rédiger un texte. Je le présente à d'autres francophones et d'autres anglophones qui très souvent répondent « Ah, ça, c'est pas possible, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise la langue qui l'a rédigé. » Parce qu'il est clair que prétendre ou maîtriser sans faille une langue, c'est un outil de pouvoir, surtout lorsqu'il y a des situations tendues. Et la plupart d'entre nous parlent et s'expriment et rédigent dans une langue qui n'est pas la sienne. L'anglais devient une langue quasi véhiculaire, le français un peu moins, mais toutes les autres langues n'existaient pas dans la vie quotidienne. Et donc, il n'est pas effectivement possible qu'on fasse des blagues dans une langue qu'on ne maîtrise pas et qu'on puisse être perçu de manière différente selon que l'interlocuteur comprend les mêmes messages ou la même langue. Pour ne pas, par après, descendre dans les langages là sans nul doute offensif, de traiter les Italiens de rital ou plutôt les autres, je ne sais pas quel autre type de langage. Et il y a sans doute parfois des personnes qui sont blessées de bonne foi de la part de celui ou de celle qui les a blessés. Et après, nous sommes confrontés à une situation difficilement gérable parce que la personne blessée n'accepte pas les excuses qui trouvent un simple prétexte pour se dérober de la responsabilité, alors que peut-être la personne à l'origine de la blague de mauvais goût, elle était parfaitement animée par la bonne volonté. Il y a des gens qui sont visiblement tellement coincés que dès qu'ils commencent à essayer de faire des blagues, ça devient relativement pénible parce qu'on voit bien que ce n'est pas spontané. Alors, comment éviter qu'on soit tous des momies devant son bureau par crainte de blesser ses collègues, parce que blaguer au bureau, faire de l'humour est quelque chose d'assez utile pour casser l'atmosphère, pour détendre le stress, et jusqu'où on peut aller sans blesser les personnes alors qu'on sait parfois même pas, et on ne comprend pas vraiment ce qui peut être blessant, ce qui ne peut pas l'être. Je ne descends pas au niveau du body shaming et les références
aux religions, à la diversité, parce que là, on rentre dans un domaine qui n'est plus de l'humour, là c'est de l'offense caractérisée. Donc, je ne parle pas de ça, je parle plutôt des petites blagues que l'on peut faire sur les uns sur les autres. Et là, je suis sûr que tu vas nous donner la recette, parce que nous ne voulons pas renoncer à rigoler. Pour nous, continuer à blaguer et rigoler est un élément essentiel. On ne veut pas devenir des armoires à glace incapables de rire, parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons pouvoir rire sans offense. C'est très bien. Voilà. Parfait. Alors, je vais essayer de donner quelques recettes. Alors, il faut d'abord savoir que disséquer l'humour, c'est un peu comme disséquer les grenouilles, hein. C'est-à-dire qu'il y a une seule certitude qu'on a à la fin, c'est que la grenouille, elle est morte. Donc, c'est pas drôle de disséquer l'humour, hein. Si on commence à comprendre les mécanismes et qu'on en fait quelque chose de mécanique, ça pourrait devenir effectivement très difficile à manier. Certains humoristes, d'ailleurs, on va le voir, ont cette forme de mécanique, hein. C'est devenu des professionnels de l'humour. Ça, c'est pas l'humour professionnel, c'est le professionnel de l'humour. Il connaît les ressorts sur lesquels il doit appuyer et il peut le faire pendant un certain temps. Une fois qu'on a découvert qu'il utilisait toujours la même mécanique, ils finissent par devoir effectivement laisser la place à d'autres. Mais c'est vraiment terriblement important ce que Cristiano vient de dire, c'est-à-dire qu'on va être toujours avec l'humour sur un fil très, très tendu. Et ceux qui ont foutu un peu le bordel dans tout ça, c'est les Latins. Les Latins ont pris un mot, le risus, là où les Grecs en avaient deux, le ghélan et le kataghélan. Les Latins, eux, par économie de vocabulaire, ont dit le rire, ben, un seul mot suffit pour deux rires qui n'ont strictement rien à voir. Le ghélan, qui est le rire positif. On va voir comment il se construit très tôt chez l'enfant, y compris chez l'animal, hein, le singe rit. L'homme n'a pas du tout le monopole du rire. Le singe rit, mais ne rit que quand il est tout jeune. Le singe juvénile, les tout petits singes rient, les petits rats. Il y a plein d'animaux qui rient de cette manière-là, qui produisent une espèce de petit gazouillis qui ressemble à un rire, qui est l'embryon du rire. On va voir effectivement eh bien, que ça se met en place, mais uniquement dans des contextes sécurisants. On va beaucoup utiliser ce mot aujourd'hui, le mot sécurité, notamment sécurité affective, qui fait partie des objectifs professionnels. Il faut que tout le monde soit dans un climat de sécurité affective lorsqu'il réalise son activité professionnelle. Et c'est particulièrement vrai par rapport à l'humour, parce que le ghélan ne se produit que dans un cadre sécurisant, que dans un cadre créateur de liens bienveillants et uniquement dans un contexte ludique. Envisagé comme ça, c'est un ciment social. C'est pour ça que Cristiano, comme tu le dis de manière tout à fait opportune, on ne peut pas s'en passer. Si on ne rit plus du tout, c'est qu'il y a un vrai souci au niveau de la convivialité. Le rire est un ciment social. Ce rire-là, le fameux ghélan, qui est un rire qui nous vient de ce rire tout à fait sécurisé que font les petits singes. On va voir comment il se construit aussi chez le petit être humain, comment il se maintient tout au long de notre vie. Comment, par exemple, on peut l'éprouver ou le faire éprouver à quelqu'un si on chatouille quelqu'un ou on se laisse chatouiller par ce quelqu'un. Sauf que si on est chatouillé par quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, on n'aura absolument pas envie de rire. Parce qu'il faut qu'on soit proche, il faut qu'on ait une relation de proximité qui soit suffisamment sécurisante. Et si vous sortez dans la rue après la conférence et puis que quelqu'un que vous n'avez jamais vu vient vous chatouiller, je vous promets que vous n'aurez même pas envie de rire. Vous aurez juste un réflexe qui va vous mettre la personne à distance. Ça se produit uniquement dans des contextes ludiques, ça on peut aussi l'éprouver si vous êtes en pleine scène conjugale et que votre conjoint lui vient l'idée un peu saugrenue d'essayer de vous chatouiller alors que vous êtes en pleine dispute, vous allez voir que vous allez très vite le renvoyer à ses chères études en disant c'est pas le quart d'heure de rigoler, on est dans un contexte où on est agacé l'un et l'autre et on n'a pas envie de rire au moment où on est dans cette relation qui n'est pas ludique. Il faut qu'il y ait une place pour le ludique. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire n'importe quand, n'importe comment. Il faut qu'on s'assure que le contexte est sécurisant, qu'il est ludique et qu'il est, mais ça, si vous voulez vérifier comment c'est, ceux qui sont derrière des caméras qui sont fermées peuvent le faire, mais je ne conseille pas à Cristiano que je vois de le faire parce que ça va le rendre un peu pathétique, de se placer devant un miroir et de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-chatouillement, c'est-à-dire se chatouiller soi-même. Alors, ceux qui le font, hein, parce qu'il y en a qui ne le voient pas, donc vous pouvez le faire, mais si vous riez, allez consulter. C'est que vous n'êtes pas bien du tout, parce que l'auto-chatouillement ne produit pas de rire, on ne rit que dans un contexte relationnel. Rire seul, notamment avec ce rire-là,
c'est une manière effectivement de manifester des signes de mauvaise santé mentale. C'est l'interaction qui nous fait rire, mais de nouveau dans ce contexte sécurisant et créateur de liens bienveillants. L'autre rire, auquel on confond très souvent le premier, parce que les latins n'ont mis qu'un mot pour désigner l'un et l'autre, le katagelan, lui, il ne vient pas du gazouillis des petits singes, il vient du rictus menaçant des singes adultes. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, vous allez dans un jardin zoologique, vous faites semblant d'envoyer votre poing en direction des chimpanzés. Vous allez voir, ils vont retrousser leurs lèvres, montrer leurs dents. Les gens qui connaissent pas bien les chimpanzés vont dire, mais regarde, il rigole. En fait, il rigole pas. Il est en train de défendre son territoire et éventuellement d'agresser le vôtre. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous tapez Donald Trump. Je vous promets que vous aurez un exemplaire de rictus menaçant, qui est le rictus menaçant des grands singes. Il a sa mâchoire qui est figée, il a son regard qui est acéré, et vous allez constater quelque chose de tout à fait particulier. Si vous êtes partisan de Trump, si vous partagez ses cibles, eh bien, vous allez le trouver très drôle. Les partisans de Trump le trouvent absolument irrésistible. Si par contre, vous ne partagez pas ces cibles, c'est-à-dire si vous considérez qu'il n'y a pas de raison de considérer que les Mexicains sont des êtres inférieurs aux Américains, etc., eh bien, vous allez constater quelque chose de tout à fait particulier, c'est que vous n'aurez aucun mal à ne pas rire de ces blagues, et en plus, vous aurez même tendance à le trouver agaçant et à vous demander, mais comment ces gens, ces partisans, peuvent le trouver drôle? On trouve toujours, effectivement, quand on ne partage pas l'agressivité, et c'est pour ça que quelqu'un qui perçoit, à un moment donné, qu'on se moque de lui, qu'on est en train d'utiliser une forme d'agressivité hiérarchique, on n'est plus dans l'humour, créateur de liens bienveillants, on est dans la défense du territoire ou l'agression du territoire de l'autre, eh bien, si on partage ce rire, celui qui en est la cible a l'impression que tout le monde est contre lui. Or, comme c'est devenu quasiment un défaut de fonctionnement d'être suspecté de manquer d'humour, on en vient parfois à s'obliger à rire, alors même qu'on se trouve dans quelque chose qui est vécu comme soit du sarcasme qui brise, soit de la dérision qui rend tout petit, soit de l'ironie qui met à distance. C'est-à-dire tous ces mécanismes qu'on utilise, notamment à l'intérieur de l'entreprise, quand on veut vous affaiblir avant éventuellement de vous évacuer. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à déterminer qu'est-ce qui est d'humour, qu'est-ce qui est de la moquerie, et on le verra, il y a un seul argument qui permet de discriminer l'un de l'autre, c'est la façon dont on a reçu affectivement le message. Si vous faites une vanne et que vous vous dites c'est pour rire, c'est pas à vous à le dire, c'est à l'autre à déterminer s'il a été blessé ou pas. Vous envoyez une vanne sur les réseaux sociaux et puis vous envoyez plein de petits smileys derrière. C'est pas l'émetteur qui détermine si on est dans l'humour, c'est le récepteur qui doit être en mesure de définir s'il a été affecté ou pas. Et comme on le répète très souvent dans ces conférences, une émotion, ça ne se conteste pas chez un être humain. Si je vous dis que je suis en colère ou je suis triste parce que ce qu'on vient de me dire me blesse, personne n'a à contester mon émotion en me disant « mais c'est de l'humour, c'est toi qui manques d'humour ». C'est important de savoir qu'il y a ces deux registres qui vont jouer parce qu'ils vont très très souvent être confusionnés, comme si tout ce qui était dit au nom de l'humour eh bien, était finalement blanchi d'emblée en disant c'est pas fait pour blesser parce que l'intention n'est pas malveillante. Elle n'est pas nécessairement. Il y a des personnes qui utilisent le sarcasme, l'ironie, la dérision, qui ont une tendance à manifester du cynisme régulièrement, mais qui vous diront en même temps j'ai pas d'intention malveillante et ils ont raison. Mais dans leur comportement, il y a un arrière-fond d'agressivité qui fait que ça peut produire beaucoup de dégâts. Et donc, ce qui est important dans un lieu de travail, c'est de protéger les émotions de ceux qui les expriment. Parce que c'est compliqué dans la mise en route. Il y a un élément d'ailleurs qui va expliquer très bien comment ça fonctionne avec un mot qu'il faut pouvoir mettre à sa juste place parce que ça vient aussi. Et beaucoup de recherches actuelles dans le monde animal montrent par exemple que les petits singes juvéniles de nouveau, ont tendance à utiliser, comme les petits humains, la taquinerie. Et la taquinerie, c'est quelque chose qu'on voit apparaître très tôt dans le développement. La taquinerie d'un petit singe, c'est par exemple montrer un aliment, puis l'autre singe avance sa main, et hop, on le reprend en dernière minute. C'est passer derrière l'autre et lui faire une petite tape sur la tête, et puis s'en aller en courant. Et bien, les petits singes font ça comme les enfants humains le font. Certains vont continuer très longtemps à maintenir ces formes de taquinerie ludique. D'ailleurs, quand on dit c'est pas méchant, hein, c'est de la taquinerie, c'est tout à fait vrai.
Il n'y a pas de méchanceté. C'est pour ça qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'un comportement d'agressivité territoriale, parce que c'est clairement une façon qu'ont les petits singes de tester leur position sur un territoire. Alors, le principe même de la mise en route de cette taquinerie, elle est généralement activée par des enfants tout petits, qui ont comme avantage ou comme désavantage d'être très mignons. Et donc, on les laisse faire. Et l'exemple typique, vous avez deux enfants, le petit dernier qui est mignon comme tout, qui est toujours marrant, et le plus grand, eh bien, le petit vient l'embêter en le taquinant. Et le plus grand, à un moment donné, il accepte et puis il n'en peut plus. C'est ce qui nous arrive très souvent, nous, en tant qu'adultes, hein, parce que les enfants sont très mignons, c'est vrai, mais ils peuvent aussi devenir très vite très casse-pieds. Et ça, n'importe quel éducateur doit comprendre le mécanisme qui se met en place quand un enfant, à un moment donné, ne comprend pas les limites dans lesquelles il doit contenir ses comportements de taquinerie. On le laisse faire, et puis à un moment donné, on s'énerve et on lui dit un truc du style « Mais qu'est-ce que t'es embêtant ?» Ça, c'est pas le bon plan. Parce que l'enfant déduit, c'est moi qui suis un embêtant, alors qu'il aurait fallu d'emblée pouvoir lui dire attention, il y a une caractéristique particulière de ce que tu es en train de faire. Enfin, pas évidemment le dire à un enfant de cette manière-là, mais le mécanisme, on va devoir le comprendre. On est dans un jeu. Et un jeu suppose le partage. Dans nos sociétés qui font du consentement un socle, et à juste titre d'ailleurs, un socle essentiel, dès qu'on met en place quelque chose qui est de l'ordre du jeu, on doit s'assurer du consentement de l'autre. L'enfant qui taquine, et chez les singes, on le voit encore de manière plus spectaculaire, dans l'immense majorité des cas, les adultes ne jouent pas avec les enfants, mais manifestent très clairement qu'ils ne veulent pas poursuivre. C'est ce qu'on doit pouvoir faire lorsqu'on dit à un enfant, non, là, je ne suis pas disponible pour un jeu. Désolé, avec douceur et fermeté. Pas en laissant accumuler la taquinerie jusqu'à être excédé et manifester une forme de colère qui est associée alors non plus à la fermeté, mais à une espèce d'exaspération. Pouvoir se montrer ferme tout en étant doux parce qu'on est dans quelque chose comme l'humour, et d'ailleurs la taquinerie ludique est probablement à l'origine de ce qu'il est chez l'être humain, a pour fonction d'être la plaisanterie. Une plaisanterie, c'est fait pour plaire, c'est fait pour prendre du plaisir ensemble. Et cette loi du consentement, eh bien, l'humour est une très très belle opportunité pour la tester. C'est-à-dire comment, dans nos sociétés, on doit nécessairement demander un consentement quasiment explicite. Regardez ce qui se passe lorsque ce consentement explicite, quand on voit, c'est quand même, on est une société qui fait du consentement quelque chose qui est quasiment formalisé. Hein. Il suffit de regarder l'affaire Mbappé. Bon, il sort un document dans lequel il a demandé à la personne avec laquelle il a passé la soirée une signature comme quoi il l'autorisait. C'est pas très glamour tout ça, hein, et ça montre effectivement que le consentement, juridiquement, est devenu un socle essentiel, mais psychologiquement aussi. On ne peut plus faire l'impasse. Et l'enfant va devoir l'apprendre très tôt. On ne peut pas forcer. Le grand frère, il a le droit de dire j'ai pas envie de jouer pour le moment, même si tu es très mignon, même si tout petit, tu dois attendre que ton grand frère soit d'accord de jouer parce que le principe du jeu, c'est que contrairement au travail, le jeu, c'est quelque chose qui suppose que vous vous y livriez, vous livrez au jeu de façon tout à fait libre. Le travail, non. Et donc, d'autant plus accepter que les moments de jeu à l'intérieur du travail, eh ben, ce sont des moments qui supposent aussi un moment ludique, si l'autre n'est pas disposé à le faire. Je vais prendre un exemple tout à fait simple dans le monde de l'entreprise. Vous êtes préoccupé par quelque chose et une tâche qui demande beaucoup de concentration. Et puis, votre collègue, parce que vous êtes dans un espace de coworking, commence à faire le pitre, à multiplier les formes de grimaces, il vous bouscule même parce qu'il est un petit peu jouette, etc. Là aussi, il faut pouvoir dire, là, attention, c'est pas le moment. C'est le moment, le mot essentiel en pédagogie, c'est pas oui ou non, c'est pas maintenant. Maintenant, j'ai besoin d'être tranquille. Vous pouvez être l'homme le plus drôle du monde, votre plaisanterie va tomber à plat si vous ne tombez pas au bon moment. C'est ce qu'on appelle le principe de séparation. On va voir comment on peut maîtriser soi-même ces mécaniques-là, parce qu'effectivement, on a un humour qui est un humour de séduction. On sait que effectivement, et sur ce plan-là,
les réflexes genrés vont très très vite, hein. Il suffit de voir la manière dont les personnes faisaient, il n'y a pas si longtemps, des demandes dans les espaces où on se présentait, Tinder, etc., pour essayer de se rendre attractif. Les hommes disent, je suis un homme qui a beaucoup d'humour. Les femmes ont tendance à dire, je suis une femme qui aime beaucoup rire. Et donc, on a cette idée que l'homme fait rire et que la femme rit. Ce qu'on voit d'ailleurs, effectivement, si vous analysez d'un point de vue éthologique une scène tout à fait classique, monsieur fait des blagues et madame rit à gorge déployée. D'un point de vue éthologique, ce comportement montre effectivement une forme d'ouverture qui peut très très vite être mal interprétée si on n'est pas dans l'idée que les règles de consentement supposent un consentement explicite. La phrase absolument stupide, femme qui rit, femme au lit. Encore des personnes qui ont cette idée, effectivement, qui fait que l'humour devient un attribut de séduction qui, à ce moment-là, est utilisé de manière inadéquate, notamment si on n'accepte pas que nous ne sommes pas que des animaux. Il faut toujours, quand on a un comportement humain, aller chercher ses racines animales et vérifier comment socialement il est cadré pour qu'on puisse faire société ensemble. Alors évidemment qu'il y a, quand on analyse d'un point de vue ontologique, une relation dans laquelle, et on le voit aussi par exemple là où les hiérarchies sont sans doute professionnellement les plus marquées, dans les services d'hôpitaux. Généralement, si vous regardez une série dans laquelle vous allez voir une équipe de médecins avec des infirmières, c'est le médecin qui fait les blagues, c'est les infirmières qui rient. Et on est constamment dans cette forme d'humour qui vient d'humour descendant. Et quand une infirmière se met à essayer un mot d'esprit, tout le monde la regarde en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Elle est en train d'essayer de renverser les codes. On a beaucoup ces réflexes-là qui se manifestent avec des hommes qui parfois s'autorisent des blagues. L'exemple typique, ce sont les blagues sur les blondes. Est-ce que ce sont réellement des manifestations d'humour? Si on va analyser, et je ne vois pas de blonde et je ne peux malheureusement pas prendre Cristiano pour une blonde parce que de toute évidence, il ne l'est pas. Et sinon, on va imaginer, malgré tout, je vais lui demander de faire un effort d'imagination et de se mettre dans la position d'une blonde. Alors, si effectivement vous avez un homme qui fait des blagues sur des blondes, il faut remarquer une chose, c'est qu'il ne va jamais le faire dans une relation interpersonnelle, en relation, je vais dire, binaire avec la femme blonde, parce qu'il sait ce qu'il risque. Si la femme ne rit pas, il va se retrouver avec son humour un peu bête sur les bras. Si elle lui fait remarquer qu'il n'est pas drôle, c'est comme si elle mettait une enclume dans ses mains. Les hommes attaquent donc en groupe. C'est généralement comme ça qu'on manifeste cette forme d'humour qui en réalité est de la moquerie, qui en réalité est une manifestation relativement douce d'agressivité de meute. L'homme va commencer à faire des blagues entouré de sa meute qui vont rire avec lui de ses stupides blagues. La blonde va très vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire qu'elle n'a pas d'humour. Hein. Mais c'est parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est blonde, et elle va être enfermée dans une situation qui pousse parfois un certain nombre de femmes blondes à faire elles-mêmes des blagues sur les blondes, en espérant comme ça trouver une position. Évidemment, on est dans l'autodérision, on est aussi dans l'affaissement de soi, et on est aussi dans l'idée que cette forme d'agressivité de meute véhiculée par les hommes, elle fait partie de notre patrimoine culturel, et donc on doit l'accepter. Une femme doit pouvoir dire « je ne trouve pas ça drôle » sans être suspectée d'un déficit d'humour, tout simplement parce qu'elle résiste de cette manière-là à cette forme d'agressivité de meute. Il y a des tas d'exemples, parce que dans nos démocraties, il faut savoir que la meilleure façon de faire circuler l'agressivité, c'est de la déguiser en humour, en profitant de la confusion que les latins ont créée, y compris dans les mécanismes de séduction. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que la taquinerie ludique, par exemple, chez l'enfant, elle doit très très vite lui être envisagée comme une opportunité de lui apprendre les règles du consentement. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur d'un espace professionnel. On ne rit qu'avec des personnes qui sont d'accord de rire avec nous et qui l'ont manifesté de manière relativement explicite. S'ils ont montré au contraire qu'ils étaient préoccupés par d'autres choses ou occupés d'une manière telle que l'espace ludique n'était pas possible, si la sécurité affective n'est pas suffisante. On a parlé tout à l'heure de ces blagues racistes. Il y en a encore des blagues racistes qui circulent
Évidemment que la société a changé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser la façon dont notre société bouge. Il fut un temps où certains humoristes, je prends le nom de Michel Leb, mais il y en avait plein d'autres, imitaient l'accent africain en espérant faire rire. Et ils y parvenaient à l'époque et c'était considéré comme quelque chose de très drôle. Imiter les accents, par exemple, c'est considéré parfois comme une pratique d'humour tout à fait acceptable. C'est du racisme, disons-le clairement. Si vous regardez La Cage aux folles, par exemple, ce film qui a eu un énorme succès, on est clairement dans des manifestations qui peuvent friser l'homophobie dans un certain nombre de cas parce qu'on ridiculise en permanence la personne qui a fait le choix d'une orientation différente. L'humour a très très fort modifié ses manières de voir les choses et maintenant c'est considéré comme des éléments qui sont même, je vais dire, encadrés par des dispositions légales. C'est à ça que servent les lois, à protéger des valeurs dans une société. Comme ces valeurs changent, moi j'ai vécu dans ma scolarité dans un environnement dans lequel on pouvait allègrement se traiter de petits pédés les uns les autres. C'était pas du tout un souci parce que à ce moment-là, il n'y avait pas question de protéger des identités mouvantes. On est dans une société qui maintenant protège les identités et donc forcément, on va voir un humour, d'où ce qu'on va entendre parfois d'ailleurs. On peut plus rire de rien. Non, pas du tout. On peut encore rire d'énormément de choses. Simplement, on ne rit jamais et les humoristes ne sont pas des personnes qui systématiquement vont accepter d'autres censures que la censure que prévoit la loi. Tout cela a évolué très très fort. On peut rire énormément. On peut rire de nos dirigeants politiques dans toutes les sociétés européennes. Ça veut quand même dire qu'on n'est pas dans des dictatures, on reste dans des démocraties, et des démocraties clairement affirmées. Mais dans ces démocraties, il y a des identités qui doivent être protégées, il y a donc des lois qui sont promulguées de façon à ce que les valeurs que protègent ces lois puissent être suffisamment protégées. C'est ça le principe, qui n'est pas un principe de censure, qui est un principe de précaution en termes de valeurs d'une société. Et force est de constater que l'humour va changer très fort. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, d'observer, il y a de plus en plus d'humoristes. Il y a le nombre de personnes qui gagnent leur vie en faisant de l'humour, que ce soit sur des chaînes de radio ou en faisant du stand-up. J'utilise d'ailleurs une appellation qui est tout à fait nouvelle, un stand-upper. On a l'impression que ça a toujours existé, c'est pas vrai, c'est propre à notre société. Ce sont des personnes qui vont se mettre devant vous pour vous faire rire. Alors, quand on voit l'évolution de ces one-man shows, c'est-à-dire ces personnes qui, à un moment donné, se posent. Et c'est terriblement difficile. Des émissions style Star Academy, il y en a eu pour les humoristes. Elles n'ont pas tenu parce que c'était beaucoup trop cruel. Si vous êtes un humoriste professionnel, que vous faites un numéro et que vous ne déclenchez pas le rire, la blessure est très profonde. Il est évoqué tout à l'heure la personne qui ne se sent pas en sécurité affective suffisamment pour se lancer dans l'humour, mais se croit obligé de le faire, n'a pas du tout le talent suffisant pour raconter des blagues et le fait quand même, eh bien, il va vite comprendre qu'il ferait mieux de s'abstenir. Ne vous forcez jamais à faire rire. C'est d'ailleurs, il y a une forme d'inégalité par rapport à ça qui est quasiment congénitale. Il y a des bébés qui font rire, il y a des bébés qui font moins rire, parce qu'ils sont moins, l'état de bébé est moins affirmé. Il y a des bébés qui vont avoir un public très très bienveillant, tout le monde va rire autour d'eux, ils vont apprendre à faire rire de plus en plus. Il y a des bébés qui ont un environnement beaucoup moins réactif, ils vont moins apprendre à faire rire. Et vous avez des personnes qui sont insécurisées, qui vont tenter un mot d'esprit, et puis personne ne va rire. La pire des choses qu'on fasse à quelqu'un, quand il se lance dans une forme d'humour comme celle-là, c'est lui sortir des trucs du style, mais t'es un clown, mais t'imagines que tu vas nous faire rire, et là, vous vous effondrez complètement. Et si votre estime de vous-même était en difficulté, elle va s'effondrer au point que vous n'arriverez plus à la nourrir, parce que vous allez dire, moi, je fais plus d'humour, c'est fini. Donc, ne jamais forcer forcer ou se forcer à faire de l'humour. Les stand-uppers, ce n'est pas des gens qui se sont forcés. Ils se mettent devant vous parce qu'ils disent, c'est mon métier de vous faire rire. Et on voit effectivement que ça va changer très très fort dans la forme si vous regardez ce qu'on appelle un chansonnier, c'est-à-dire quelqu'un qui dans les années 50-60 faisait office de stand-upper. Que faisait-il? Il venait raconter des chansons qui parodiaient le monde politique et on a eu de plus en plus des manières de mettre en scène le monde politique. Et puis on a vu une autre génération d'humoristes qui ont commencé à rire de l'ordinaire.
à nous faire rire. Des films comme Camping, etc., où les toches nous font rire parfois de manière un tout petit peu inquiétante, des gens de milieux moins aisés et de leurs caractéristiques. Et donc, vous aurez effectivement une forme de façon de rire qui met en scène non plus le monde politique, mais ceux qui subissent la politique, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Et si vous allez voir un one-man show actuel avec un stand-upper actuel, vous allez voir que celui qui va être mis en scène, c'est pas seulement la personne qui vous fait rire, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'ils vont faire preuve d'une impertinence, notamment si vous êtes dans les premiers rangs, vous allez très vite faire partie du spectacle. C'est le principe de toute une génération qui connaît les réseaux sociaux, qui a cette tendance à se mettre en spectacle, et on rentre à l'intérieur d'un ensemble de personnes, parce que ce qui va faire la différence entre le one-man show et le stand-upper, c'est que le stand-upper, il va d'abord parler de lui, de sa vie. Il va la mettre en scène en utilisant le plus possible l'autodérision. Vous savez, moi, je suis un type un peu minable, un peu misérable. Regardez les, 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 les humoristes actuels, comme Mirabel, par exemple, Paul Mirabel, qui est très drôle, et qui va vous montrer ce qu'est la vie de quelqu'un qui n'a plus la moindre émotivité, qui évalue tout sur la même tonalité affective, et qui est en réalité, parce que c'est un monsieur qui, on le devine, est très intéressant dans sa vie de tous les jours, parce qu'il a une timidité maladive, il a un manque d'assertivité complet, eh bien, il renverse cette forme de pathologie en quelque chose qui le met en scène. Et vous avez des tas comme ça de Ruiz, par exemple, faire exactement la même chose, c'est-à-dire mettre en scène ses propres faillites de façon à pouvoir débusquer les vôtres. Et je peux vous assurer que leur impertinence peut être sans limite. Ça veut dire que vous pouvez vous faire massacrer, mais on accepte le jeu. On est dans un théâtre dans lequel on sait qu'ils peuvent tous s'autoriser, et quand vous entendez parfois, j'étais au spectacle de Guillaume par exemple, il prend les gens du premier ou du deuxième ou troisième rang de façon à avoir une interaction en les traitant d'abrutis, de cons, en essayant au maximum de dégrader, c'est-à-dire qu'il y va à fond. Il n'utilise pas le filtre social que dans nos relations, nous utilisons tous. Et c'est ce qui le rend impertinent au sens plein du terme, et ce qui fait rire toute une salle. On accepte la mise en scène parce que c'est cadré par cette salle, mais s'il adoptait le même comportement dans l'environnement professionnel, il serait tout simplement invivable et il serait inévitablement recadré par sa hiérarchie. Parce qu'on accepte dans le contexte particulier de son spectacle, on accepte de le laisser dire des choses et de se laisser dire des choses. À l'extérieur, dans le monde professionnel, si vous essayez votre petite stand-up en vous disant « je vais utiliser ça comme modèle d'humour et je vais casser autour de moi », souvenez-vous aussi de ce film culte qui a agacé une génération mais qui a tellement plu à l'autre, Bryce de Nice, Je t'ai cassé, qui passait son temps à casser autour de lui alors qu'il était surf, il faisait du surf à Nice, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de vagues, donc c'est vraiment l'emblème même de la personne qui fait quelque chose de complètement vain, inutile et sans perspective, mais il ne vivait que de casser les autres. Il était en train de préfigurer ce qui allait se produire sur les réseaux sociaux lorsqu'on allait tous vivre comme si on vivait dans un aquarium. Et donc, on devient, à un moment donné, quelqu'un qui existe au détriment de l'autre. C'est ce qui explique cette recrudescence, parfois, de la moquerie assumée, parce que ce contexte particulier d'un spectacle, eh bien, ce n'est pas celui qu'on peut mettre en scène à l'intérieur d'un monde professionnel qui n'est pas un aquarium où on peut tout se permettre. Les limites de nos actions, notamment de notre humour, elles sont fixées non pas par soi, mais par l'autre. S'assurer du consentement, vérifier l'état affectif dans lequel on a mis l'autre. Il ne suffit pas de faire une vanne et puis de dire c'est pour rire. De balancer une vanne sur Internet, mettre des tas de petits smileys. Généralement, quand on émet ce type de comportement, c'est qu'on est à la limite entre l'humour et la moquerie. Il vaut mieux s'assurer que l'autre est dans l'état de recevoir l'humour, qu'il est parce que l'humour a beaucoup de fonctions. Il a cette fonction de lien social. Si ça se passe bien, si on rit vraiment, si une personne est capable, par exemple, d'autodérision, mais qui est capable d'autodérision et comment est-ce qu'on peut s'en assurer? On va avoir le réflexe chez beaucoup de personnes qui vivent la moquerie comme étant un sarcasme qui les diminue, d'utiliser l'autodérision pour s'affaisser encore davantage.
On a constaté une chose avec l'autodérision, parce que, ça, Cristiano en a parlé tout à l'heure aussi, chacun a son petit humour national. C'est une constante, hein, chacun développe un certain nombre de traits caractéristiques de l'humour, et on va constater effectivement que ce qu'on appelle l'humour de résistance, celui qu'on a vu par exemple, qui est l'humour juif, qui est né en partie dans les camps de concentration, lorsque pour résister, ils ont utilisé un humour qui leur a permis de se rassembler. L'humour cubain a eu la même fonction. Il rit d'une façon telle que si vous êtes à côté d'eux, vous n'allez pas nécessairement trouver drôle ce qu'ils disent, mais eux comprennent les codes, parce que pour pouvoir rire, il faut comprendre les codes des personnes avec qui on se trouve. Quand je faisais des séminaires sur l'humour, je faisais toujours un petit exercice tout à fait particulier. J'y allais avec un poisson rouge, dans un aquarium. Je mettais le poisson rouge et vous savez, les personnes en cercle autour du poisson rouge et je demandais à quelqu'un de venir faire rire le poisson rouge. Ce qui est tout à fait étrange, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui dit moi, je veux bien faire l'expérience. Alors, le poisson rouge, c'est un poisson rouge de grande qualité, il est universitaire, hein, donc il tient parfaitement son rôle. Ça veut dire que la personne va, je vais peut-être faire l'exercice à Cristiano, on va imaginer qu'il est face à un poisson rouge et il a comme défi de faire rire ce poisson. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour faire rire le poisson rouge? Ah, je vais rigoler moi-même pour espérer qu'il puisse m'imiter. Alors ça, c'est déjà un vain espoir, parce que le poisson rouge ne partage pas ton code. Donc ce qu'on fait généralement, ce que font les personnes quand ils sont dans la situation, c'est qu'ils tournent autour de l'aquarium, et puis à un moment donné, ils essayent de parler poisson. C'est-à-dire qu'ils font des mouvements avec leur bouche qui est susceptible d'être compris par le poisson, et parfois ils rajoutent les branchies. Puis évidemment, le poisson, lui, il tourne en rond, hein, il n'a absolument aucune intention de rire, parce qu'on ne partage pas les codes et puis qu'il joue très bien son rôle. Hein. Je lui ai demandé à l'avance de surtout pas rire. Donc le poisson joue son rôle. La personne se retrouve un peu ridicule en tournant autour de cet aquarium pour essayer de faire rire le poisson. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va directement aller regarder des personnes à l'intérieur du groupe et se mettre à rire avec elles. C'est ce qu'on fait quand on est perdu, parce qu'on ne fait pas rire l'autre. On va chercher quelqu'un qui va partager nos codes, donc quelqu'un d'autre avec qui on a les mêmes règles interactives. Ce qui explique que si vous faites un humour très national, vous allez chercher des personnes qui vont rire avec vous. Ceux qui ne rient pas vont se retrouver à l'écart. L'exemple que tu as donné du mauvais français, c'est-à-dire de la langue bien parlée, mais dans sa tête, parce qu'on est tout à fait compétent dans sa propre langue, mais que la traduction n'est pas de bonne qualité. Les jeux de mots, par exemple, ce sont des formes d'humour un peu élitistes, hein, il faut bien le dire, dont ne rient que ceux qui maîtrisent la langue. Un prof qui fait des jeux de mots, et il y a 3 élèves qui trouvent ça très drôle parce qu'ils ont compris le jeu de mots. Mais les autres ne maîtrisent pas assez la langue pour le comprendre. Il est en train de créer un mouvement qui exclut plutôt qu'un mouvement qui inclut. Donc, toujours s'assurer qu'on est dans une maîtrise commune des codes, qu'on est dans le même registre. L'humour national, il existe. Ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il est soit un humour avec une caractéristique tout à fait particulière, quand notamment une société a été menacée, elle développe à ce moment-là un humour tout à fait spécifique, soit, et c'est une caractéristique aussi de l'humour national, c'est qu'on se moque de ceux qui sont à nos frontières. Un Français va se moquer des Belges. Un Belge va aussi se moquer des Français à sa manière, parce que ce sont nos voisins. Et qu'effectivement, pour maintenir nos frontières, on doit pouvoir les maintenir à distance symboliquement, en considérant qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous. Vous trouverez rarement un Belge qui fait de l'humour à propos des Cubains. Ça n'aurait pas d'intérêt. Il va le faire à propos de tous ceux qui l'entourent. Et plus les gens nous sont proches, en Afrique, ils appellent ça les relations de plaisanterie, les relations proches, avec lesquelles on peut le faire. Et on doit le faire parce qu'il y a un arrière-fond commun qui est quasiment un arrière-fond affectif. Il faut s'assurer qu'il y a cet arrière-fond affectif suffisant qui permet d'être en sécurité. Les blagues que les Français font sur les Belges nous font sourire parce qu'on sait que fondamentalement, ils n'ont rien contre nous. Au contraire, il y a une espèce d'affection qui circule. Et les Belges sont capables, vous diront les Français, d'une magnifique autodérision. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des êtres supérieurs, mais la capacité de se moquer de soi n'est accessible que pour ceux qui ont une estime d'eux-mêmes suffisamment installée. Il y a d'ailleurs, sur le plan de la corrélation, une corrélation terriblement évidente et tout à fait intéressante entre la capacité de faire preuve d'autodérision et le produit international brut. Quand un pays est relativement à l'aise, en sécurité financière et économique, il est capable d'autodérision.
On fait très peu d'autodérision, je peux vous assurer, au Darfour, parce qu'on est dans des principes de survivance. Et donc, se moquer de pays en espérant leur autodérision, il faut savoir effectivement qu'elle n'est pas accessible. Et ce qui est vrai pour les pays est vrai aussi pour les personnes. Demander à quelqu'un l'autodérision alors qu'il vit ce que vous vivez comme une moquerie. Je vais prendre un exemple vécu dans le monde scolaire où une petite fille qui vivait un harcèlement assez compliqué était en consultation et puis elle me dit, voilà, je ne comprends pas ce que je fais. Il se moque de moi parce que je suis un peu en surpoids et j'ai écrit moi-même une chanson dans laquelle je m'appelle Boulette. Je me fais moi-même passer pour... Et je leur donne cette chanson qu'ils chantent tous ensemble pour se moquer de moi. Et elle dit, je ne comprends pas ce petit moteur qui fait que... Alors, ce n'est pas de l'autodérision, c'est de l'affaissement de soi, c'est juste une façon d'essayer de dire, eh bien, je participe au rire parce qu'on a besoin de ce sentiment d'affiliation, même si ça se produit au détriment de soi. Ne pratiquez pas l'autodérision. Si vous êtes en difficulté sur le plan de l'estime de vous-même, ça va produire cette forme d'affaissement de soi. L'autodérision n'est accessible que pour ceux qui ont une estime d'eux-mêmes suffisamment stable et qui résistent à l'écrasement. Ce sont tous ces mécanismes-là qui supposent que le point essentiel, eh bien, toute cette relation d'humour, et je ne parle pas là de moquerie, je parle vraiment d'humour, ne peut se réaliser que dans un cadre de sécurité affective suffisante. Et si vous n'avez pas cette sécurité affective, la grille d'interprétation des uns et des autres risque d'être très négative. C'est d'ailleurs d'emblée, quand on veut faire rire un bébé, si vous voulez, l'histoire d'humour d'un bébé, elle commence plus tardivement que l'histoire de son sourire. Le sourire, le premier, les parents s'extasient généralement des premiers sourires, il n'est pas très intéressant, c'est un sourire gastrique. Il vient de la manifestation d'une digestion positive. C'est un sourire qui ressemble un tout petit peu à un sourire de Bouddha, comme ça, hein, c'est-à-dire satisfait pleinement, une espèce de contentement absolu. Progressivement, ce sourire va devenir relationnel parce qu'on va y répondre. L'enfant alors va rentrer dans un jeu relationnel et le sourire va s'installer bien avant le rire. Le rire vient plus tardivement et si vous avez un bébé et que vous devez le faire rire, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Je vais demander à Cristiano de nouveau, c'est le seul, hein, donc je vais imaginer, je lui donne un bébé avec comme défi, il ne doit plus faire rire le poisson roux, maintenant il doit faire rire un bébé. Comment est-ce qu'on s'y prend? On peut les chatouiller d'abord. Voilà, être humain typique, c'est-à-dire premier réflexe des stimulations kinétiques par des chatouillis, des guilis-guilis, etc. Alors évidemment, le bébé va l'accepter s'il connaît Cristiano. Donc il faut une sécurité de base. N'allez pas vous précipiter sur n'importe quel bébé en prétendant le chatouiller ou faire du vélo avec elle, etc. Avec lui, il va se mettre à pleurer. Il faut effectivement, et c'est l'origine du rire, climat de sécurité, stimulation kinétique puis acoustique. Hein, on va commencer à faire des sons particuliers et le bébé va rire de cette interaction ludique. Si vous riez, si Cristiano a l'air de très bonne composition, donc ça va bien se passer parce qu'il est souriant. Essayez, faites l'exercice, prenez un petit enfant, faites-lui des chatouilles ou des guilis-guilis ou tout ce que vous voulez, mais faites la tête, ce qu'on appelle le paradigme du skill face, le visage fermé, eh bien le bébé va être tétanisé parce que l'interaction ludique doit être clairement manifeste. C'est les bases de ces relations humoristiques qui se mettent en place, contexte sécurisant, interaction ludique, clairement manifestée. Et donc, quand on a les deux, on peut alors commencer à stimuler. Puis ça va être progressivement des jeux un peu plus élaborés, hein, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, etc. On va faire des tas de trucs qui vont associer de l'incongru, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Si vous voulez être drôle, vous devez être un peu inattendu. C'est vrai pour le bébé aussi. Il faut qu'il se passe quelque chose d'inattendu. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et puis on chatouille parce que le bébé sent très bien qu'il ne risque rien face à cette petite bête-là. Et il va vous demander de répéter, 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 parce que la répétition lui permet à ce moment-là d'assimiler les comportements nouveaux. L'humour est une voie d'apprentissage merveilleuse pour les enfants et pour les adultes aussi. C'est pour ça que dans un espace professionnel, utilisez l'humour, mais toujours dans des espaces dans lesquels le ludique est possible et la sécurité affective est assurée. Sinon, on est dans un autre rire qui existe aussi, hein, et on peut l'envisager d'un point de vue professionnel, qui est un rire qu'on va obtenir chez le bébé si, par exemple, on le jette en l'air.
Évidemment, on le rattrape, hein. Si vous ne le rattrapez pas, vous perdez définitivement vos chances, le bébé ne rira plus jamais de vous. Mais si vous le lancez et puis que vous le rattrapez, vous allez voir qu'il va se mettre à rire. Très vite, c'est le même rire qu'on a quand on va dans des attractions comme les splash dans les parcs d'attractions, dans lequel on va finalement, dans un contexte sécurisant, d'ailleurs on avait fait une expérience à l'époque ici, pas très loin d'où je suis, à Walibi, où on était simplement rentré dans les attractions, le splash notamment, puisque si vous écoutez, si vous êtes à côté du splash, vous entendez toute la journée la même chose. Une gerbe d'eau et un rire énorme, qui est ce rire-là, qui est le rire que Kant appelle le rire de décharge, qui est celui où, là, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, ben ça va, c'est rien, c'est pour s'amuser. Et donc, c'est une espèce de rire de détente, de décharge doit aussi à sa raison d'être dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a des moments stressants, et quand on en sort tous ensemble, ah ben on peut se mettre à rigoler, on peut aussi jouer à vivre des moments stressants, c'est ce qu'on fait dans un splash. Et dans une expérience, on avait simplement glissé 2 personnes, 2 comparses à l'intérieur de la file, et un avait dit à l'autre, tu sais que l'année passée, ils ont eu un accident terrible ici, il y a un des bateaux qui s'est renversé. C'est juste pour créer un sentiment d'insécurité ou pour jouer sur le sentiment de sécurité. Et on mesurait simplement le moment où les personnes riaient. Ce qu'on constate, c'est qu'ils ne rient pas au même moment. Au lieu de rire quand le bateau atterrit, c'est-à-dire quasiment en même temps que la gerbe d'eau, ils attendaient que le bateau soit tout à fait arrêté pour se mettre à rire. Et le rire était juste un peu différé parce qu'il faut que la sécurité revienne dans ce rire que Kant appelait le rire de décharge, qui existe et qu'on constate d'ailleurs d'autant plus quand vous êtes dans des conditions stressantes. Si vous allez dans un service d'oncologie, par exemple, les infirmières rient plus que dans les services où les maladies sont moins importantes. Et donc, elles ont besoin de ce rire qui leur permet de vivre avec le côté dramatique du monde en ayant ces espaces de rire. Mais il faut veiller à ce que ces espaces soient clairement dissociés de la vie des patients et de la vie des familles, parce que entendre ces rires leur est insupportable. Il est nécessaire à l'être humain, et on va souvent rire, parce que c'est l'autre fonction de l'humour, c'est de rire de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui crée de l'anxiété. Ça, l'enfant et l'adolescent notamment va très vite le faire, hein. C'est pour ça que le sexe, la mort, tout ça, ben, ça sont des invariants dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. On rit du sexe et de la mort. C'est-à-dire on rit de ce qu'on ne maîtrise pas complètement, l'amour et la mort. L'amour parce que ça ne dépend pas que de nous, et la mort parce qu'elle est inévitable, mais qu'on ne peut pas la contrôler. Et donc vous aurez tout un humour qui va jouer avec cette anxiété, et qui fait d'ailleurs qu'on rit énormément, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de comprendre que cet humour peut changer d'aspect d'une génération à l'autre. Si vous voulez faire rire un adolescent, n'essayez pas en regardant les films qui vous faisaient rire vous-même. L'exemple typique, c'est La Grande Vadrouille. Si vous voulez regarder, ça passe à Noël tous les ans sur les chaînes de télévision, si vous voulez regarder La Grande Vadrouille avec un adolescent, ça ne marchera pas. Probablement. Il y a quelques invariants qui vont peut-être le faire sourire. Pour le reste, il va regarder l'écran, il va vous regarder, il va dire « Mais comment est-ce qu'il peut rire de choses pareilles ?» Tout simplement parce que tous ces films étaient des films qui permettaient à toute une génération de dépasser ce qui avait angoissé la génération précédente. C'est Marx qui disait magnifiquement la société repasse toujours 2 fois les plats. Une fois sous forme de drame, une autre fois sous forme de comédie. Et donc, on a systématiquement, juste après la guerre, vous avez eu des tragédies qui montraient la guerre dans son aspect tragique. Un peu après, on a eu des comédies qui n'ont montré non pas la guerre, hein, mais ce qu'on montre dans La Grande Vadrouille, La 7e Compagnie, tous ces films dans lesquels vous aviez le vrai traumatisme, c'est-à-dire celui de la collaboration passive, et vous avez des films qui mettent en scène des personnes qui, à l'origine, étaient au bord de la collaboration. Hein. Si vous regardez les premières scènes de La Grande Vadrouille, vous avez un peintre qui peint autour d'une croix gammée et vous avez un chef d'orchestre qui est en train de faire de la musique pour les Allemands. Ils vont devenir des résistants, mais tout à fait involontairement, suite à un ensemble de péripéties. C'est exactement la 7e Compagnie, le même scénario. Ce sont des personnes qui désertent et qui se retrouvent indépendamment de leur plein gré, qui se retrouvent résistants. Et donc, ça fait rire, parce que les codes nous permettent de rire. On a eu plus tard, lorsque, par exemple, toute une génération, si vous voulez regarder une série d'une génération ancienne, regardez Urgence, par exemple. Là, on va jouer avec toutes les angoisses d'une génération, incertitude,
finitude, solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime vont mourir aussi. Et vous avez les péripéties d'un ensemble de médecins qui sont dans un service d'urgence confrontés à cette mort en direct permanente, qui dans leur vie vivent des expériences souvent de solitude ou de difficulté. Et donc toutes nos angoisses sont là. Nos enfants nous ont regardés, regardant, parce que les enfants ne regardent pas la télé. Les enfants regardent leurs parents qui regardent la télé. Ils ont regardé toute cette génération qui regardait Urgence, et puis ils ont fait H, c'est-à-dire une façon de se moquer de l'urgence et de parodier les services d'urgence dans les hôpitaux, qui a été... Alors, ce qui est tout à fait intéressant à montrer, c'est que si vous montrez à une génération d'adolescents de l'époque la Grande Vadrouille, alors que les parents rient, 80% des adolescents trouvent ça pas très drôle. Montrer à des adultes, H, la série que les adolescents trouvaient immensément drôle, il y a dans la génération post, je vais dire, urgence, les adultes trouvent ça agaçant et ne comprennent pas comment on trouve ça drôle. Le principe même, c'est que quand on rit de ce qui vous a angoissé, ah ben ça nous agace. Et donc, chaque génération va développer un humour différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de comprendre l'humour de nos adolescents, ou plutôt peut-être essayer de le comprendre, mais pas s'obliger à le partager. Il est normal qu'une génération ne rit pas des mêmes choses qu'une génération précédente. Il est normal aussi qu'une culture ne rit pas strictement des mêmes choses qu'une autre culture, parce que d'un côté, c'est l'histoire qui avance, de l'autre, c'est les géographies qui font que chaque pays a une histoire différente et va se construire un humour particulier. Le flegme britannique fait beaucoup rire les Britanniques, parce que le flegme a été effectivement une attitude survalorisée, notamment pendant les guerres, et donc vous avez tout un humour qui va se développer autour du flegme. Le principe même, c'est de ne pas obliger en imposant son humour invasif aux autres, en considérant que mon humour, c'est l'humour qui est universel et qui vaut pour tout le monde. Si je ris, tout le monde doit rire. Non, il y a effectivement des formes d'humour différentes et on ne doit jamais obliger à rire ou s'obliger à rire. C'est aussi le point important, c'est-à-dire quand on est dans l'humour, dire à quelqu'un tu manques d'humour, c'est pas du tout approprié. D'une part, parce qu'on risque de confondre ça avec la moquerie, et l'obliger à faire passer pour de l'humour ce qui est vécu par lui comme de la moquerie, c'est une double violence. La moquerie est déjà une violence, mais l'obliger en plus à considérer cette forme de moquerie comme de l'humour, ben, c'est lui faire deux fois violence. Et d'autre part, ben, cet humour partagé, il doit se faire dans un cadre dans lequel on partage les règles, ça, c'est indispensable, c'est le réflexe minimal qu'on a, par exemple, par rapport à un poisson rouge. On doit partager les règles, on doit avoir un ancrage dans la réalité, c'est-à-dire que se moquer du réel, c'est très bien, mais ça ne doit pas trop ressembler au réel et ça ne doit pas non plus trop s'en éloigner. Trop loin du réel, ce n'est plus drôle, trop près du réel, ce n'est pas drôle. Quand il arrive, par exemple, une catastrophe, on l'a vu, les 2 tours pendant le 11 septembre, vous n'avez eu aucune trace d'humour post-11 septembre dans les mois qui ont suivi. Il a fallu d'abord métaboliser l'événement et puis on a vu apparaître des blagues qui sont arrivées. C'est systématique et si vous faites actuellement des blagues sur le 11 septembre, vous n'avez strictement aucune chance parce qu'on est beaucoup trop éloigné du moment où le réel était contaminé de manière massive par cet événement. Et donc, il faut toujours avoir un ancrage dans la réalité, mais il ne faut pas se confondre à cette réalité. Et le troisième point, c'est qu'il faut un principe de séparation. C'est vraiment important de pouvoir, c'est ce qui permet, par exemple, je parlais de H tout à l'heure, à une série d'aller très très loin dans l'humour qu'il manipule, parce qu'on a un générique qui dit on commence, un générique qui dit on finit. Si votre enfant utilise le même humour que celui qui se réalise dans une série comme celle de H, s'il l'utilise dans un véritable hôpital, il est tout simplement odieux. Un rire au cours d'un enterrement, par exemple, ou dans un espace sacré, soit c'est un fou rire, et là, à ce moment-là, on devra juste le qualifier de fou, c'est-à-dire donc le disqualifier, soit c'est un rire odieux. Il y a des espaces sacrés dans lesquels on ne rit pas. Quand les espaces sont réellement vécus comme sacrés, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fou rire dans les mosquées, parce que c'est un espace sacré, désigné comme sacré et vécu comme sacré. Le sacré évacue le rire systématiquement, et donc il faut accepter qu'il y a des endroits où on ne rit pas. Dans notre société qui sans doute a diminué,
et de manière parfois spectaculaire, l'aspect sacré des églises. Si vous voulez être sûr d'avoir des fous rires, vous y allez avec un groupe d'adolescents en leur disant attention, hein, s'il y en a un qui rigole, il aura affaire à moi. Vous allez voir, il va voir se mettre en scène des fous rires parce que c'est leur façon de désacraliser les lieux. C'est donc important de respecter les lieux sacrés des autres. Un enterrement, c'est un lieu sacré pour ceux qui viennent de perdre un être cher. Si vous ne savez pas contenir vos rires, évitez d'aller à cet enterrement, c'est sans doute pas votre place. Si un espace est sacré, si vous le saccagez par votre rire, évitez ce lieu, c'est sans doute que vous n'avez pas vous-même l'intention de partager cette dimension sacrée et il vaut mieux vous abstenir de vous trouver dans ces endroits-là. Il y a effectivement, alors quand on dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, ce n'est pas vrai. On ne peut pas rire n'importe quand, de n'importe quoi, dans n'importe quel lieu. Il y a des lieux sacrés et on doit pouvoir, dans un environnement professionnel, déterminer des moments où le rire, on préfère s'en passer et on préfère l'évacuer. Ce qui rend le rire parfois indélicat ou inapproprié, c'est d'une part lorsqu'il blesse, le rire blessant, donc c'est-à-dire l'humour non plus de séduction, mais l'humour de réduction ou de destruction, lorsqu'il est le sarcasme qui brise, l'ironie qui met à distance, la dérision qui rend tout petit, toutes ces formes de rire, eh bien effectivement, on ne peut pas les imposer et on doit être suffisamment délicat pour percevoir l'effet que l'on produit en donnant à celui qui subit ces marques de moquerie l'opportunité de déterminer s'il a été blessé ou pas. S'il a été blessé, la posture minimale, c'est de s'en montrer désolé. Pas en plus de rajouter une couche en disant « mais t'as vraiment pas d'humour, hein, tu es trop sensible, hein, tu serais bien hypersensible, toi, hein, c'est pas possible, on ne sait pas rigoler avec toi ». Là, vous entassez une personne qui a déjà été blessée et vous appuyez sur ses blessures. Par contre, on peut effectivement, hein, Christiane le disait en introduction, on peut parfois très mal tomber avec son humour parce que c'est vécu comme de la moquerie, c'est vécu, eh bien dans ces cas-là, le réflexe, s'il n'est pas personnel, il doit être institutionnel, se montrer désolé et s'en excuser, surtout si la blessure a été publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre société, beaucoup de mots confusionnés en moquerie ou assimilés à de la moquerie se réalisent dans des espaces publics ou pire, dans des espaces publiables. Parce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, parce qu'on vous tourne en dérision, on vous brise ou on manifeste de l'ironie à votre égard sur les réseaux sociaux sans demander de nouveau ce point essentiel qui est le consentement. Là, vous avez une blessure qui peut parfois aller jusqu'à l'anéantissement lorsque la personne se dit « mais tout le monde maintenant fait de ce qui vient de se produire je fais rarement de la publicité pour un film, mais là je le fais parce que c'est un film vraiment magnifique, un film qui s'appelle T'inquiète, TKT, sur le harcèlement scolaire. Vous allez voir effectivement les dégâts que produit ces petits comportements au quotidien. Dire à une autre pour faire rire les copines, mais t'es vraiment habillé comme un sac. Où est-ce que tu as appris à t'habiller comme ça? Et puis la jeune fille est blessée, l'autre s'excuse simplement dans l'espace privé, mais ne le fait pas dans l'espace public, ou au contraire, elle va projeter des images dégradantes, puis s'excuse dans l'espace privé, mais ne le fait de nouveau pas dans l'espace public. Votre image, elle est complètement saccagée, et donc lorsqu'il y a une offense publique, la désolation doit être manifestée de façon publique, et les excuses doivent être portées sur les mêmes canaux. C'est comme ça qu'on restaure la confiance mutuelle, qui est un concept qui me plaît énormément d'un point de vue professionnel. On appelle ça la sécurité affective. La sécurité affective, ce n'est pas la certitude d'être aimé. Hein. Ce n'est pas le pays des bisounours, un environnement professionnel, et on ne va pas travailler pour se faire aimer. Sécurité affective signifie simplement que dans mon environnement professionnel, je ne risque pas de vivre des blessures émotionnelles intenses et la structure a été pensée pour me protéger par rapport à ces blessures émotionnelles parce que mes émotions sont protégées, elles ne sont pas contestées. Par exemple, par quelqu'un qui me suspecterait ou qui m'accuserait de manquer d'humour, tout simplement parce que j'accepte pas que son humour agressif, c'est-à-dire ses moqueries, puisse me blesser et que j'essaye de m'en défendre. Lorsque les femmes diront « les blagues sur les blondes ne me font pas rire » et je vous demande d'arrêter et qu'on arrêtera de les suspecter parce qu'elles défendent simplement leur identité de femme,
qu'on acceptera de stopper avec ces stupides blagues, je crois qu'on aura avancé énormément dans la société et aussi dans la culture de l'entreprise, dans lequel le rire doit être omniprésent, mais doit être suffisamment délicat que pour ne blesser personne. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas pour vos questions. Tout grand merci, un tout grand merci Bruno. C'est toujours passionnant de suivre tes interventions. C'est presque un voyage et tu nous donnes des clés pour interpréter des situations. Mais cette fois-ci, je t'ai beaucoup sollicité, hein, donc faire rire un poisson, faire rire un bébé. Ah ouais. Donc... Je l'ai fait avec plaisir, surtout que j'aime bien rire d'ailleurs. Parce que je pense que chacun de nous doit aussi être reconnaissant de tout ce qu'il a pu obtenir dans la vie. Hein, bien et sûr. qu'il ne faut pas non plus se permettre la tristesse. Tout à fait. Je le dis souvent aux collègues qui viennent se plaindre. Je donne un exemple mon expérience avant d'être recruté. Je connaissais un grand psychiatre qui me disait j'ai plein de clients de la ville de Rome. Maintenant, il était très réputé, donc il était aussi très cher. Et donc, les clients étaient particulièrement riches. Et donc, il me disait, parfois, j'en ai marre de ces gens qui viennent se plaindre, qui ne savent pas rigoler, qui sont toujours tristes, qui viennent me raconter toute leur misère, alors qu'au fond, ils n'ont pas de sérieux problèmes. Il me dit, un jour, je les ai tous amenés ensemble avec moi dans le département d'oncologie pédiatrique. Je leur ai fait voir quelle était la souffrance. Je les ai ramenés dans mon cabinet. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez encore que je parle de quoi que ce soit? Et ils sont tous muets, ils ont tous quitté le cabinet, ils ne sont plus jamais revenus. Parce qu'ils ont compris que dans la vie, les problèmes sont plus importants. Je voulais juste rebondir sur ce que je viens de dire, parce que c'est vraiment très important aussi. Dans les services d'oncologie pédiatrique, notamment, on rit et les enfants sont capables de rire. Et voilà. J'ai eu la chance de fréquenter Paolo Dos, qui est un clown d'hôpital. Cet homme a une qualité essentielle, c'est qu'il est d'une délicatesse absolue. Il n'impose jamais le rire. Si vous êtes dans un service d'oncologie, vous venez avec votre gros nez rouge et vous faites de l'humour balourd, avec des parents qui sont effondrés et des enfants qui sont effondrés, non pas nécessairement parce qu'eux-mêmes sont effondrés, mais parce que tu vois leurs parents effondrés, ne pensez pas que ça va marcher. Ils proposent avec une délicatesse absolue des temps morts, mais qui sont en fait des temps de vie. C'est-à-dire dans un espace où la mort envahit le tout, eh bien on va créer ce que Kant appelait aussi une dynamogénèse du rire. On va se mettre à rire pour redonner de la force aux vivants, mais ça se propose, ça ne s'impose pas. Et le réflexe qu'il a eu d'aller effectivement dans ces espaces où on entend rire, et c'est important de le savoir, même quand on est confronté et qu'on est très proche de la mort, il y a une place pour le rire. Un humoriste belge, je l'expliquais très bien, c'est Philippe Geluc. J'avais fait une émission, mais justement, qui était réalisée par l'œuvre française du cancer. Et il expliquait qu'il est devenu humoriste suite à la mort de son père, qui a toujours voulu faire rire. Et c'est la dernière chose qu'il a promis à son père, c'est, tu sais, je vais faire rire les gens. Et son père est parti sereinement parce qu'il a appris que son fils allait devenir humoriste. Et donc, ce sont des points vraiment essentiels. L'humour, c'est une forme de manifestation, pas seulement de la joie, mais surtout de la joie de vivre. C'est-à-dire, il y a une place pour rire et pour introduire cette forme de vitalité dont on a tous besoin dans la vie de tous les jours. Je pensais justement, lorsque tu as fait référence aux espaces sacrés, il y a eu dernièrement un épisode qui a été très médiatisé en Italie. Il y a eu le décès d'un jeune adolescent qui aimait bien danser. Et lors des funérailles, son grand-père, elle est tout près du cercueil, il s'est mis à danser avec lui. Et naturellement, cela a suscité à la fois les réactions de ceux qui ont pensé que c'était touchant et ceux qui ont pensé que c'était totalement déplacé. En disant, on ne se met pas à danser lors des funérailles. Et lui, il a expliqué que c'était l'acte d'amour le plus profond qu'il pouvait adresser à cette occasion. Il se fait que j'ai vu cette scène qui est aussi d'une délicatesse absolue. Et il faut bien se dire, il n'a pas cherché à faire rire qui que ce soit, mais à faire sourire. Et le sourire n'a pas la même fonction que le rire. Le sourire, c'est pas la manifestation de la joie, c'est la volonté d'apaisement. Quand on veut apaiser, par exemple, le chagrin que l'on a lorsqu'on est confronté à la mort, eh bien ce comportement, cette attitude et cette conduite, elle est 1000 fois appropriée. Aucun souci. Les images ont fait le tour d'ailleurs, au point que j'ai eu l'occasion de les voir aussi. C'est
non seulement, alors le vrai terme, c'est émouvant au sens plein du terme, parce que ça communique une émotion qui est celle d'apaisement. Mais ça ne fait pas rire. On n'est pas dans l'humour, on est dans le sourire. Il faudrait faire une autre séance sur le sourire. Je crois que ça vaudrait la peine aussi parce qu'il a une fonction essentielle dans le monde de l'entreprise. Si je dis bonjour, mais sans sourire, il vaut beaucoup mieux m'abstenir de mon bonjour parce qu'il signifie tout à fait autre chose. C'est le sourire qui dit bonjour. Le mot s'y associe pour renforcer la force du sourire, mais le sourire généralement suffit. Mais il faudrait Parfait. faire une autre conférence sur le sourire. Avec plaisir. Il y a une question que je trouve très pertinente. Lorsqu'on fait des blagues devant plusieurs personnes et la personne qui reçoit la blague n'est pas tout à fait réceptive, n'a pas donné son consentement et explique qu'il vaut mieux éviter à l'avenir, je pense qu'elle a aussi le sentiment d'être presque plus faible que les autres qui ont rigolé, ou elle a tendance à se sentir blessée. Et justement, la question, c'est, après s'être excusé, parfois, les relations ne redeviennent jamais comme auparavant. Il y a toujours ce sentiment un peu de rancune, de l'avoir ridiculisé devant les autres. Et les collègues posent la question, comment peut-on rétablir une relation utile? Ça, c'est une magnifique question, parce que c'est vrai que s'excuser, d'ailleurs, le terme est déjà un petit peu problématique. Je m'excuse, ça veut dire que je suis toujours dans cette position dominante. Veux-tu bien m'excuser? C'est tout à fait différent. Et la vraie posture pour restaurer l'autre dans sa position, parce que cette forme d'humour hiérarchique qui se décline sous forme de moquerie, ou qui est vécu comme étant une moquerie, suppose à un moment donné qu'on puisse faire sortir l'autre de cette position de déséquilibre dans laquelle il se trouvait. Et dire je m'excuse, c'est rester dans cette posture. Le film T'inquiète le montre très bien. Cette jeune fille utilise cette formule, je m'excuse. Voire je suis désolé. Non, veux-tu bien m'excuser? Et si tu veux me dire ce que je t'ai fait, c'est-à-dire exprimer cette émotion, ça me rend triste parce que voilà en quoi ça m'affecte. Et là, on peut en parler de manière un tout petit peu profonde en manifestant son émotion et en mettant des mots sur cette émotion. C'est comme ça qu'on va sortir de la situation, plutôt que en donnant toujours l'impression, parce que le rire a quelque chose, là aussi je m'en réfère à Kant, de triomphant. Ce sont ceux qui triomphent. D'ailleurs, on rit beaucoup lorsque des grands de la planète tombent. Il y avait des présidents des États-Unis qui tombaient dans les avions, des avions chaque fois qu'ils descendaient, ça faisait rire la planète entière. Quand vous avez une personne puissante qui tombe, ça fait rire, parce que simplement, ça rééquilibre les choses. Et donc, celui qui ne rit pas à l'intérieur d'un groupe où tout le monde rit, il a l'impression d'être doublement puni. Non seulement je viens de ramasser une vanne qui m'a humilié, mais en plus, les autres rient, donc manifestent leur triomphe et leur vitalité, et moi, je montre effectivement cet aspect de personnage un peu triste, mis à l'écart. C'est prier de nous excuser, être véritablement désolé, parce que je vois que j'ai provoqué chez toi une émotion. Si tu veux qu'on parle de cette émotion, on peut le faire. Et là, vous allez restaurer la relation parce que vous rendez la parole à l'autre. La personne qui s'excuse et qui se montre désolée sans donner la parole à l'autre, elle fait un acte formel qui est la moindre des politesses, mais qui est aussi une politesse moindre que celle de clairement donner la parole à celui qui a été blessé en lui accordant un temps de parole, privé ou public. Généralement privé, c'est encore beaucoup mieux perçu. Mais par contre, la désolation, elle doit être manifestée de façon publique. Il y a une question de Patrice tout à fait pertinente en référence au fameux roman Le nom de la rose d'Umberto Oui. Eco, où on raconte que les moines avaient trouvé un livre comique dans la bibliothèque. Il l'avait empoisonné parce qu'il considérait que rire était presque un péché dans la mesure où Jésus n'a jamais ri dans l'Évangile. Et ça m'est fait venir à l'esprit une expérience que je viens d'avoir en Italie. J'ai participé à deux cérémonies absolument identiques, qui étaient la confirmation de jeunes adolescents. Les deux gérés par des prêtres qui avaient une approche totalement différente. Il y en avait un qui était d'un sérieux pas possible, qui a viré de la salle un adolescent qui était là et qui a rigolé, en considérant que c'était totalement inacceptable.
Et l'autre cérémonie, c'était l'évêque qui s'est mis à faire lui-même des blagues pour faire rigoler l'ensemble. Par exemple, il a dit, voilà, maintenant vos enseignants à qui la cérémonie impose de poser la question, est-ce que tous les élèves ont bien suivi, vont répondre oui, mais je sais que c'est faux, je sais que c'est pas vrai, pour un peu se moquer d'humilier. Et j'ai vu les gens sortir de ces deux cérémonies avec un esprit totalement différent. Les premiers, avec les prêtres très sérieux, étaient presque déçus. Et j'ai vu même des personnes quitter la salle, alors que les autres sont sortis enthousiastes et pleins de joie. Parce que là, c'était quand même un moment de joie, la confirmation. Et cette relation avec le sérieux de la religion que Patricia souligne, et que c'est presque un péché de rire ou de rigoler, Alors, c'est quand même un élément important. c'est quelque chose je veux dire, qui part d'une mauvaise interprétation. Jésus-Christ, mais ne rit pas. Personne ne sait si Jésus a ri ou pas. On peut juste dire qu'on n'a pas considéré comme significatif les moments où il a ri et pas comme suffisamment significatif pour que ça devienne des paroles d'évangile. Mais faire de la religion, de n'importe quelle religion, de l'investir d'un trop plein de sérieux, c'est évidemment la rendre inhumaine. Et je dirais même, c'est ce qui est d'ailleurs le thème du livre d'Umberto Eco, faire du rire quelque chose de diabolique. Un rire sardonique diabolique. Et diabolique, c'est diabolon, un signe qui nous sépare des autres. Et donc, c'est cet humour-là, c'est-à-dire celui qui, à un moment donné, brise la relation que je peux avoir avec les autres, qui est condamné par l'Église, pas le rire symbolique, c'est-à-dire celui symbolon d'un signe qui me réunit. Et ce que tu exprimes comme exemple, c'est typique. Un prêtre utilise le rire symbolique. Rire ensemble, ça n'a jamais été, même dans l'histoire de l'Église, même dans ces moments plus sombres, dans lesquels la tolérance, parce que la tolérance est une valeur relativement nouvelle pendant la Renaissance et le Moyen Âge encore moins, c'était pas vécu comme une valeur, c'était quelque chose dont on pouvait très bien se passer. Et il y avait effectivement deux types de rire qui fonctionnaient. Et si vous écoutez la littérature, y compris la littérature religieuse, vous aviez un rire de tempérance qui a toujours été accepté. Et vous avez un rire des charivaris, de toutes ces manifestations de désordre, notamment le rire de carnaval, par exemple, qui était un rire qui était clairement condamné, et l'Église était toujours en train de naviguer entre ces deux rires. Et ben, le principe du livre d'Umberto Eco, c'est de dire attention, l'Église n'a condamné aucun rire. Et Aristote, sur lequel on se base, a écrit des œuvres fondatrices sur le rire généralisé et donc faire de toutes les formes de rire. Quand je fais une distinction entre Ghélan et Kataghélan, je reviens à des principes qui étaient poursuivis par l'élément religieux. Tous les rires ne se valent pas. Il y a des rires diaboliques, il y a des rires sardoniques, il y a des rires sarcastiques. Ils ne valent pas les rires conviviaux et je suis absolument certain que ce prêtre qui utilisait le rire auprès des personnes auxquelles il s'adressait, utilisait un rire symbolique, c'est-à-dire qu'il rassemblait un rire rassembleur. Celui-là a toujours été valorisé et il l'est dans toutes les religions. Si on essaye de discriminer la qualité d'une religion en fonction du rire, il y a juste les extrêmes intolérants qui, eux, vont l'évacuer complètement. Je prends l'exemple des talibans. Un taliban ne rit pas. Il ne rit que dans l'entre-soi des talibans. Et l'humour taliban, je suis persuadé que personne dans la table virtuelle ici le trouvera drôle. Parce que ce sont des gens qui ont peur de la vie, tout simplement. Ils ont peur des pulsions de vie, ils ont peur de la femme, ils ont peur de la vie, ils ont peur de la musique. Quand vous interdisez la musique, vous pouvez très vite voir que pour les mêmes motifs, on va très vite interdire le rire, qui est une forme de désordre possible pour l'humanité, simplement parce qu'on laisse parler les pulsions de vie. Mais mis à part ces cas extrêmes, vous n'arriverez pas à déterminer une religion qui évacue complètement le rire de son champ d'expérience. D'ailleurs, les latins ont fait aussi d'autres dégâts, parce qu'un des dictons les plus connus, c'est que les riz est abondant dans la bouche des stupides. Voilà, exactement, exactement. Il y a énormément, mais c'est ce rire diabolique qui a été effectivement stigmatisé très très tôt comme étant porteur de désordre. C'est le carnaval, le rire carnavalesque qui détruit les structures sociales parce que les riches sont confondus aux pauvres, parce que tout le monde peut se déguiser. Et donc on est dans l'apologie du désordre. Ça fait évidemment très peur aux forces religieuses et au système religieux, comme ça fait peur aux systèmes sociaux. Les dictateurs sont pas généralement des gens très très drôles. Et une des premières choses qu'ils vont évacuer, c'est les artistes, les musiciens, les poètes et les humoristes. C'est ceux qui seront les plus vite bâillonnés. Ouais.
Hélène a posé une question, en revanche, très sérieuse. Comment une personne ayant une bonne estime de soi peut arrêter une réputation brisée par une rumeur ou des moqueries à répétition? Alors, c'est une très belle question, mais qui utilise un autre concept, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire l'image que l'on a de soi-même, associée à la connaissance que l'on a de soi-même, associée aussi à l'amour que l'on a de soi-même. Donc, quand on est blessé par des rumeurs, par des moqueries, j'aurais facile à dire, mais faites comme si elle n'existait pas. Mais non, c'est pas si simple. Il y a les blessures qui touchent l'image de soi. Celles-là, elles doivent se restaurer en resituant cette image que l'on doit se donner de soi-même et en travaillant sur cette image. Il y a celles qui vont toucher l'amour de soi. Tu es quelqu'un, et on le voit d'ailleurs dans les mécaniques de harcèlement, ce sont je vais t'acheter une corde pour te pendre, tu mérites pas de vivre, etc., qui essayent de déterminer en quoi vous n'êtes pas aimable. Là, il faut les restaurer en décomposant l'estime de soi. J'ai été blessé par l'amour, dans l'idée que je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Et vous avez aussi la connaissance de vous-même. Les rumeurs, par exemple, ce sont des façons d'essayer de vous dire, vous pensez vous connaître, mais il y a des trucs terribles que vous cachez, des secrets épouvantables que vous cachez. Donc, ce que vous êtes ne correspond pas à ce que vous êtes fondamentalement. Et ben, les personnes qui vont multiplier les rumeurs ou les moqueries à répétition, ce sont des pratiques alors là, qui portent, puisqu'on parlera même de répétition, qui portent clairement la marque du harcèlement, vont essayer de tarauder ces trois piliers. On peut travailler, quand on est attaqué dans un pilier, sur le pilier qui est attaqué. On peut aussi dire, OK, ils essaient de m'attaquer sur l'image que j'ai de moi-même, mais moi, je m'aime bien. Je trouve que je suis quelqu'un de bien. Et il y a des gens qui me renvoient d'ailleurs cette image-là, qui sont les gens qui valent vraiment la peine, c'est-à-dire ceux qui m'aiment bien. Je vais donc nourrir l'amour de soi, l'image de soi, grand bien leur fasse, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, et vous allez renforcer l'estime de vous-même en consolidant un autre pilier que celui que je cherche à affaiblir, ceux qui manifestent ces rumeurs et ces moqueries avec cette intention-là, hein, c'est de briser l'estime que vous avez de vous-même. Quand vous avez une connaissance suffisante du mécanisme, on sait qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux, mais il ne faut pas le faire seul. Il faut le faire en étant accompagné si on sent qu'on est en grosse difficulté, chez quelqu'un qui va pouvoir nous dire, attention, là il faut travailler là-dessus, là il faut travailler là-dessus, là il faut travailler là-dessus. Il va pas vous dire comment faire, parce que on est seul tributaire, je vais dire, de la manière dont on met en scène l'estime qu'on a de soi-même, mais il va vous indiquer, en tout cas, dans quel domaine vous devez exercer votre attention. Mais il y a une autre question qui est aussi pertinente. Normalement, on fait des blagues un peu pour briser la glace des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas rencontrées, alors que tu viens justement de nous expliquer que tout cela repose sur le consentement de l'autre partie qu'on est censé connaître. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord connaître de manière approfondie une personne avant de faire de l'humour et donc renoncer en quelque sorte à faire de l'humour par rapport à des personnes qu'on ne connaît pas? Alors, on construit une relation d'humour après avoir construit une relation d'amour. L'humour vient après. Il ne faut pas espérer que l'humour va directement briser la glace, parce que ça peut effectivement tomber de façon tout à fait inappropriée. Et donc, prendre le temps de connaître avant, je parlais du chatouillement, là, évidemment, il faut apprendre à connaître vraiment beaucoup quelqu'un avant d'oser le chatouiller et qu'il accepte que vous le chatouillez, parce que dans des relations qui sont des relations, et les enfants le savent eux-mêmes et vont l'apprendre très très vite, ils ne se chatouillent pas au hasard, on chatouille ceux qu'on a appris à connaître, ceux vis-à-vis desquels on sait qu'on peut avoir des comportements de proximité sans créer des malaises. Ce sont toutes finalement ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est la façon de mesurer la manière dont je peux utiliser des types d'interactions plus risquées. L'humour est un type d'interaction plus risqué. Si d'ailleurs vous avez des problèmes avec les petits-enfants de votre voisin parce qu'ils vous énervent, on n'est pas tous obligés d'aimer tous les enfants et certainement pas les enfants de notre voisin. Si vous voulez faire agir un peu faussement. Vous allez près de ce petit enfant avec un grand sourire en disant mais voilà, bonjour, je suis content de te voir, etc. Il faut savoir que l'enfant, il a en lui beaucoup plus d'ailleurs que les adultes une capacité de repérer à vos yeux si votre sourire est vrai ou pas. Et si votre sourire est un sourire fabriqué, l'enfant il va s'en rendre compte tout de suite. Et c'est ce qui explique que parfois, si vous avez un peu de difficulté avec les enfants de votre voisin, ayez un devoir de réserve suffisant, sinon vous allez vous exposer à de grandes déconvenues. Ils vont effectivement vous mettre à distance.
Eh bien, c'est vrai dans toutes les relations sociales. Il faut connaître les gens avant de s'autoriser ce qui effectivement est une marque de proximité, qui est l'humour partagé. En Afrique, il parle de relations et d'humour, de plaisanterie de parenté, c'est-à-dire on ne peut utiliser une certaine forme d'humour qu'avec les personnes avec qui on est parent. Et là, on peut y aller franco, hein. Là, ils ont un humour qui ne met pas de limite, parce que là, on sait qu'on s'aime bien et que de toute façon, on ne va pas se blesser. Et donc, parfois, on est étonné quand on parle avec une personne qui est de culture africaine, par les vannes qui peuvent s'envoyer les uns aux autres, qui sont d'une dimension sidérale. Nous, on n'accepterait pas la moitié, et eux, ils rient. Ils rient parce qu'ils disent ça, c'est de l'humour, des plaisanteries de parenté, ça on a tous les droits, mais on ferait jamais ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Là, je vais terminer avec deux blagues qui vont m'exposer sans doute, mais je profite. Bon, la première, c'est une réponse à Anne qui dit que les Belges ont une grande capacité d'autodérision, plus que les Français. Euh, euh, Quand on trouve des Français, mais pas forcément seulement des Français, mais des Français en particulier qui prétendent être les seuls qui ont un rôle à jouer, je rappelle toujours un dicton très fameux, l'Europe est composée de petits États et d'autres États qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Alors, ce que tu dis est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, le rapport qu'on a avec les Français, c'est celui du petit frère qui taquine Ouais, le grand frère. Et donc, on est dans cette posture-là. C'est pour ça qu'on trouve ça très amusant. C'est pas de l'autodérision. C'est parce qu'on voilà. sait qu'on est beaucoup plus mignon qu'eux en tant que Belges, parce qu'ils ont un grand pays, effectivement, avec des tas de difficultés qui sont aussi grandes que leur pays. Nous, on est un petit pays et donc nos difficultés, on les vit comme étant des petites difficultés. Voilà. Mais c'est pour ça que quand il rit de nous, nous, on sourit beaucoup en acceptant. C'est pas une qualité, c'est juste un état. Bon, moi, je me suis rendu compte des relations entre les Français et les Belges lorsque j'ai conduit avec une plaque belge à Paris. Et j'ai bien vu la relation Tout à fait. des Parisiens qui klaxonnaient en prétendant qu'il était évident que je ne savais pas conduire étant belge. Oui, ceci dit, quand vous travaillez dans des chaînes de radio françaises, ils vous disent on appelle les Belges parce qu'ils ont un souci de modération et que nous, on n'arrête pas de se bagarrer et qu'il faut bien un Belge à un moment donné pour essayer de mettre un tout petit peu de nuance dans leur débat très clivant. Donc, je crois qu'ils nous reconnaissent quand même un certain nombre de qualités. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de s'autoriser à se moquer de nous. Il n'y a qu'en foot qui nous battent à longueur Voilà. de temps. Et là, on commence à la trouver un peu mauvaise. Et là, sur ce plan-là, je suis très susceptible, je tiens à le dire. Donc, je Tout à fait. n'accepterai aucune blague sur le foot et les Belges par rapport aux Français. Tout à fait. Et là, pour terminer, on va froisser la sensibilité des femmes parce que il y a Rémi qui te corrige parce que tu nous as dit que le proverbe était femme qui rit, femme au lit. Rémi explique que le proverbe correct, c'est à moitié dans le lit. Il a sans doute connu des demi-femmes. Voilà. Et je pense qu'avec cela, on peut encore te remercier Merci à vous. énormément pour cela. Je pense qu'on a bien rigolé en tout cas. Très bien. C'était un très bon moment et on va continuer pour les prochaines réunions. Et merci encore, Bruno. Merci à vous Vraiment. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ne quitte pas avant que ça déroule tous les sourires et les remerciements. Ok. Merci à tout le monde, collègues. C'était quand même encore une fois une très bonne expérience. Merci à tout le monde.